Bonjour et bienvenue dans cette vidéo assez rapide sur la mise en place d'une machine virtuelle dans AWS. C'est donc une petite présentation pour ceux qui souhaiteraient savoir comment rapidement déployer une machine virtuelle. Ici en l'occurrence, on va mettre en place une machine virtuelle Linux. Donc AWS, c'est le service cloud d'Amazon. On a la possibilité au niveau de la tarification d'avoir une offre gratuite pendant 12 mois avec AWS. Pendant cette période, on va pouvoir tester un certain nombre de choses. Attention, en effet, c'est gratuit, mais il y a quand même des limites. C'est-à-dire que la machine virtuelle que vous allez mettre en place, vous ne pourrez pas la faire tourner plus de 750 heures. Sinon, ensuite, vous passerez sur un modèle payant qui coûte généralement quelques centimes à l'heure. Il faudra faire attention à prendre les instances qui sont disponibles pour la version gratuite. Il faudra également faire attention aux différents stockages que vous allez utiliser et donc éviter de dépasser certains seuils. Personnellement, vous pouvez le voir ici, ça m'est déjà arrivé, notamment le mois dernier, j'ai légèrement dépassé, donc j'ai eu quelques centimes à payer. C'est un coût qui reste relativement limité puisque je surveillais la jauge et voyant que j'allais dépasser, j'ai essayé de limiter en stoppant mes machines virtuelles, mais il faut quand même rester vigilant. On a d'ailleurs la possibilité de mettre en place des alarmes. Maintenant, allons droit au sujet de cette vidéo, la création d'une machine virtuelle. Ici, mon interface est en anglais, donc si vous souhaitez changer l'interface, il suffit d'aller ici sur le bouton des paramètres, d'aller sur langage et de le basculer en français. Donc à vous de voir la langue dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Les coûts sont en US dollars et première chose, on va devoir choisir notre région. Donc on peut voir ici qu'on a différentes régions à travers le monde, différents data centers dans lesquels on va pouvoir positionner notre machine virtuelle. L'onglet qui peut sembler le plus évident lorsqu'on est en Europe, forcément, c'est d'aller ici au niveau de l'Europe et voir les différentes régions disponibles. On pourrait par exemple aller en Allemagne à Francfort ou aller à Paris si besoin. Personnellement, je vais me positionner à Francfort puisque j'ai déjà des machines virtuelles positionnées dans d'autres régions. Une fois qu'on est ici, on arrive sur l'interface générale, on va avoir le petit menu déroulant avec tous les services. Donc je suis bien positionné ici sur Francfort et tout ce que je vais faire maintenant va se passer dans la zone de Francfort. Maintenant, au niveau des services, on a ici tous les services offerts par Amazon. Donc on a beaucoup de services d'offerts. C'est vraiment une grosse usine à gaz entre guillemets. Nous, ce qui va nous intéresser pour faire simple, ça va être d'aller ici dans EC2 pour créer notre machine virtuelle. Ici, on aurait pu également y accéder dans la barre de recherche en indiquant EC2. Au niveau de C2, on peut voir qu'on a plusieurs options. Généralement, ces options vont permettre de déployer une infrastructure dans Amazon. L'objectif de cette vidéo, c'est pas de déployer une infrastructure complète. Ici, c'est de montrer comment lancer une machine virtuelle. Les machines virtuelles, c'est ce qu'on appelle des instances dans Amazon Web Services. Donc, on va aller ici sur les instances. Et pour le moment, je n'ai aucune instance de lancer. Donc, je vais aller ici sur lancer des instances. Et je vais avoir les premières options pour lancer mon instance. Donc, première chose, je peux lui donner un nom. Serveur perso. Donc ici, vous lui donnez le nom, c'est le nom qui va apparaître ensuite dans le tableau des instances. Ça vous permettra ainsi de repérer. Donc si vous avez par exemple un nom plus pro, on pourrait imaginer serveur 01 si vous avez plusieurs serveurs ou avec une indication de son objectif. Imaginons par exemple serveur web 01. A noter, on peut ajouter des balises supplémentaires. On va pas s'embêter ici à aller dans les détails. Mon objectif de cette vidéo, c'est vraiment d'aller à l'essentiel. Donc, une fois qu'on a donné son nom, on va choisir l'image qu'on va utiliser. Autrement dit, le système d'exploitation. On a différents systèmes d'exploitation. Celui d'Amazon, par exemple, c'est le Amazon Linux. Moi, personnellement, j'ai une petite préférence pour Ubuntu. Après, chacun a ses préférences. Donc, je vais choisir Ubuntu. On voit également qu'on a des Windows qui sont disponibles. Donc une fois que vous avez cliqué dessus, vous avez une image qui va correspondre à différents systèmes d'exploitation d'Ubuntu. Par exemple, Ubuntu Server, la dernière version au moment de la vidéo, donc la version 24. Vous avez également la version 22 et différentes possibilités, notamment pour l'intelligence artificielle avec le deep learning. Sinon, vous avez également du Windows ou encore la possibilité d'explorer d'autres images disponibles. On va rester donc sur quelque chose de simple. On va prendre une image déjà disponible. Au niveau ici d'Ubuntu, moi je vais choisir la dernière. Attention que ce soit bien noté éligible à l'offre gratuite. On va se positionner sur l'offre gratuite, la dernière version, la version 24. Je vais conserver ici l'architecture par défaut, je ne vais toucher à rien. Et ensuite, au niveau de l'instance, pour faire simple, ce sont les caractéristiques de la machine. Par exemple, est-ce que je souhaite avoir plus de CPU? Est-ce que je souhaite avoir plus de mémoire? Avoir plus de gigas de RAM? On voit que plus je monte, plus la puissance devient importante. Par exemple ici on va avoir 96 CPU, 192 Go de RAM.
Et on va avoir la tarification généralement à l'heure. Alors les coûts ici, on est sur une grosse machine. Donc on va être à du 9 $ de l'heure par exemple si c'est du Windows, du 4 $ de l'heure si c'est du Ubuntu. Vous avez ici le prix en fonction du système que vous allez utiliser. On va revenir sur des choses bien plus simples. La T2.micro qui est éligible à l'offre gratuite. A noter, si jamais on n'avait pas sur notre région de T2 de disponible, on aurait eu en offre éligible, on aurait eu une T3. Mais là, en l'occurrence, comme on a une T2 de disponible, donc le T2, c'est un CPU avec 1 Go de RAM, et ça, c'est éligible à l'offre gratuite, donc on va la sélectionner. Maintenant, on a également la paire de clés, tout simplement pour nous connecter à notre machine par la suite. Actuellement, si je regarde dans la liste déroulante, j'en ai pas sur cette région. Donc je vais créer une paire de clés. Là, je vous laisse faire votre choix. Soit vous avez du RSA, soit vous avez de l'ED. Personnellement, je vais choisir ED. Et on va aller ici au niveau du format de clé privée. Donc si vous utilisez OpenSSH, ce qui va être mon cas par la suite, eh bien, je vais donc choisir une extension .pem. Sinon, c'est du .ppk. Donc notamment si vous utilisez un logiciel comme Putty, ce qui n'est pas être mon cas. Je vais donner un nom à ma clé. On va dire que je vais lui donner le nom clé ED. Et on va dire pour la zone de Francfort, c'est celle que j'utiliserai par exemple si j'avais plusieurs machines virtuelles. Et je vais créer une paire de clés. Bien entendu, vous pouvez adapter le nom en fonction de la machine que vous allez créer. Maintenant, ma clé elle a été téléchargée. J'ai différents paramètres réseau, notamment avec le groupe de sécurité. Donc ça, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que le groupe de sécurité, pour le moment, je pourrais sélectionner un groupe de sécurité si j'en avais un. J'en ai un, c'est celui par défaut. Donc, soit je sélectionne celui par défaut, autrement dit, ce groupe de sécurité, le pare-feu, les règles que je vais créer vont s'appliquer à toutes les machines virtuelles que je vais faire, si j'utilise par défaut pour chaque machine, ou alors, pour chaque machine, je peux créer un groupe de sécurité. Donc, autrement dit, des règles de pare-feu pour ma machine. Là, je vais créer un groupe de sécurité pour cette machine. Je ne vais pas utiliser celui par défaut. Et dans ce groupe de sécurité, je peux choisir actuellement 3 points. Est-ce que j'autorise le trafic SSH? J'en aurai besoin puisque je vais me connecter à distance sur ma machine, donc oui. Depuis où? Depuis n'importe où. Ou alors je peux personnaliser l'adresse IP, ou alors je peux directement indiquer mon adresse IP. Ça permet ainsi de contrôler qui peut se connecter à SSH. Je vais laisser depuis n'importe où puisque j'ai une adresse IP dynamique, donc elle peut changer. Au niveau du trafic autorisé depuis Internet, si vous avez un serveur web, effectivement, ça va être intéressant d'autoriser du HTTPS ou du HTTP. Pour le moment, je n'ai pas de service sur ma machine. Ici, l'idée, c'est juste de montrer comment lancer une machine virtuelle et s'y connecter. Ensuite, au niveau de la configuration du stockage, je vais conserver le stockage par défaut, 8 Go. Je ne vais pas mettre trop. Pourquoi? Parce que je suis sur l'offre gratuite et donc j'ai un usage pour l'ensemble de mes machines virtuelles sur le mois. Donc j'essaye de limiter au maximum puisque l'offre gratuite, même si elle est gratuite, vous avez quand même une limitation. Donc si jamais vous dépassez la limitation, vous aurez un coût. Donc je vais rester sur le plus bas possible qui m'est offert. Ensuite, on a des détails avancés. On ne va pas en avoir besoin. On va rester ici dans la configuration simple d'une machine virtuelle. On a un code si vous avez besoin, notamment pour les DevOps, ça peut les intéresser. Mais nous, en l'occurrence, on va le faire manuellement, donc on n'en aura pas besoin. Combien d'instances on souhaite déployer? Une seule, ça sera déjà très bien. Et on va donc pouvoir lancer mon instance, donc ma machine virtuelle. La création de cette dernière est en cours. On a donc le journal de lancement qui indique que tout a été réussi. Et je vais pouvoir retourner au niveau de mes instances. Donc dans le chemin EC2, dans mes instances. Au niveau de mes instances, j'ai désormais une instance, on voit qu'elle est en cours. Donc en cours d'exécution. On a l'adresse IP pour s'y connecter qui se trouve ici. Et si je clique dessus, eh bien je vais avoir accès à différents détails sur cette machine. Donc bien entendu, je peux directement cliquer sur l'instance pour voir l'ensemble des détails et accéder aux différents onglets, notamment les statuts et alarmes pour la surveillance. Également, donc je peux surveiller les différentes informations sur cette dernière, notamment l'utilisation du CPU, le réseau entrant-sortant. Donc ça permet également d'avoir des alarmes et de gérer la surveillance. On va également avoir la sécurité, donc ça c'est le groupe de sécurité. Ce que je disais, pour faire simple, le pare-feu. Et ici en l'occurrence, on a créé un pare-feu spécifiquement pour cette machine. Donc ici, on va pouvoir créer nos règles si on a besoin. Il suffirait d'aller sur le groupe ici, de faire les règles entrantes, de modifier les règles entrantes et par exemple d'ajouter une nouvelle règle pour, je sais pas moi, si on a un serveur FTP, on va dire qu'on va mettre pour le port 21, donc en TCP, depuis, on va dire n'importe où. Si j'enregistre cette règle, les gens pourront se connecter
sur le port 21. Donc si on a un service FTP notamment, ça pourra servir. Je vais revenir en arrière. Je vais annuler puisque je ne souhaite pas valider cette configuration de pare-feu. Donc ici on a le groupe de sécurité. En cliquant sur les groupes de sécurité qui se trouvent ici dans les réseaux, on voit qu'on en a deux. Celui qui était par défaut, que je n'ai pas utilisé, et celui que j'ai créé. Donc il a pris le nom par défaut. On va revenir ici au niveau de mon instance. On a donc la surveillance, la sécurité, on a la mise en réseau, donc pour avoir notamment les différentes informations. On a ici l'IP privé sur mon réseau, sur mon infrastructure chez Amazon. Et on a donc mon adresse publique sur laquelle je vais pouvoir me connecter, donc qui se trouve ici, avec notamment le DNS public. Et vous verrez que ça va avoir son importance. On a le stockage, donc mon volume de stockage, celui que j'ai pris par défaut, seulement 8 Go. J'essaye de limiter pour éviter que ça me coûte trop cher. Mais bien entendu, si on avait des besoins spécifiques comme entreprise, on prendrait généralement une taille plus importante. Ensuite, on a les différentes balises. Bon, ça, j'en ai pas besoin. Je vais rester ici, au niveau des détails. Ma machine, elle est en cours d'exécution. C'est bien, mais comment je m'y connecte? Eh bien, je vais me connecter à distance. Donc, je vais lancer un terminal PowerShell pour faire simple. Donc, au niveau de mon terminal, tout simplement, je dois aller dans le dossier de téléchargement. J'ai donc une clé pour me connecter en SSH, donc celle que j'ai créée pendant la création de l'instance, que je vais pouvoir utiliser. Elle s'appelait clé ED, je l'avais appelée Francfort, mais bien entendu, ici, vous l'appelez vraiment comme vous voulez. L'objectif étant de pouvoir facilement l'identifier. Donc ça, c'était ma clé. Et donc, je peux tester par exemple la présence de mon fichier. On a dit que c'était clé ED francfort.pem. Donc c'est bon, on a bien la clé qui est présente. Et donc maintenant, on va pouvoir aller se connecter. Donc je me suis déplacé dans le fichier de téléchargement. Puis ensuite, j'ai testé que ma clé était bien présente. Donc celle que j'ai créée pendant l'installation. Et maintenant, pour se connecter à ma machine, je vais faire se connecter. J'ai ici différentes options qui me sont proposées directement par Amazon. Vous avez ici le nom d'utilisateur par défaut. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'utiliser le client SSH. Donc, il nous indique qu'il faut ouvrir un client SSH, ce qui est mon cas. J'ai ouvert ici mon terminal PowerShell. Ensuite, je dois rechercher ma clé privée. Ensuite, c'est ce que j'ai fait, j'ai recherché la clé. Puis ensuite, vous pouvez donner certains droits pour restreindre l'accès. Ici, notamment si on est sur Linux. Puis, on a ici le chemin qui va nous permettre de nous connecter. Donc, on va se connecter en SSH. On va indiquer le nom de la clé pour faire la connexion, le nom d'utilisateur. Et ensuite, on a l'adresse de connexion. Ça, c'est notre nom DNS et automatiquement, il y aura la conversion en adresse IP. Pour faire simple, on a l'adresse IP qui est ici. On a d'ailleurs le nom du service qu'on utilise ici, EC2. On a ici la région dans laquelle on se trouve. Et ensuite, eh bien, le service qu'on utilise, donc Amazon. Si je copie cette adresse, elle est déjà paramétrée. Je n'ai plus qu'à la coller directement dans mon terminal. Je vérifie que je suis bien dans le dossier qui contient ma clé et je vais faire entrer. Je vais confirmer ma clé. Pour faire simple, je confirme que je souhaite me connecter. Ma clé a été désormais ajoutée. Je peux d'ailleurs, si on le souhaite, me déconnecter et me reconnecter désormais immédiatement. Je n'aurai plus de message. Je vais me reconnecter. Et désormais, je suis bien connecté à ma machine. On peut utiliser cette dernière, par exemple, pour vérifier qu'on a bien accès à Internet. On peut donc communiquer sur Internet. On est bien également avec notre adresse privée de chez Amazon. Donc, on est connecté ici sur mon serveur. Et on peut donc commencer les manipulations. À noter au niveau des instances, vous avez la possibilité donc de cocher l'instance en question, donc la machine virtuelle, de l'arrêter. Donc, si jamais vous n'en avez pas besoin, surtout arrêtez-la. Ça vous évitera de dépasser le nombre d'heures ou l'utilisation par exemple du stockage. Si vous n'avez plus besoin, vous pouvez la supprimer. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également la redémarrer si vous avez besoin directement ici. Donc si vous arrêtez par contre l'instance, eh bien votre adresse IP changera. Donc il faudra retourner sur se connecter pour utiliser la nouvelle adresse IP qu'il y aura. Pourquoi? Parce qu'ici vous êtes sur une adresse IP dynamique. Et donc si vous souhaitez avoir une adresse IP statique, il faudra réserver une adresse IP statique. Et forcément, ici ça a un coût. Car tout ce que vous allez ajouter aura un coût si jamais ce n'est pas prévu dans l'offre gratuite. On va donc éteindre le serveur, on va cocher la case pour sélectionner ce dernier et on va tout simplement aller ici sur arrêter l'instance. On va confirmer. On va patienter le temps que l'arrêt s'effectue, donc on voit que l'arrêt est en cours. Normalement, on va perdre notre adresse IPv4. Voilà, notre serveur a été arrêté. On a bien l'indication arrêté.
on a notre adresse IPv4 qui n'existe plus puisque notre serveur avait une adresse IP dynamique. Donc comme il est éteint, il a perdu son adresse IP et lorsqu'il va redémarrer, il aura une nouvelle adresse IP publique. Par contre, il a bien conservé son adresse IPv4 privée. Si vous avez besoin, pensez également donc à créer une alarme. On va revenir ici sur les services. Donc là, ça c'est l'accueil de EC2. Ça va en fait résumer ici sur ma zone les différentes instances, volumes que j'utilise, les paires de clés également. Donc on va avoir différentes informations intéressantes et on aura également l'utilisation de l'offre mensuelle. Donc on peut voir qu'il me reste encore 695 heures restantes. Et il me reste également 20 Go sur l'espace de stockage. C'est pour ça que je dis bien, je faut faire attention parce que ça peut aller assez vite puisque j'ai d'autres machines virtuelles qui tournent en même temps. Si vous voulez contrôler vos coûts, vous pouvez revenir ici donc au niveau de l'accueil. Vous pouvez aller ici sur la facturation et la gestion des coûts. Et ensuite, au niveau des actions recommandées, vous allez ici créer un budget. On va utiliser un modèle tout simple. Budget de dépenses nul. Autrement dit, ça c'est un modèle pour ceux qui testent l'offre notamment gratuite qui en fait crée une alerte dès que vous dépassez, donc dès que vous arrivez à 1 centime, donc si vous dépassez un tout petit peu l'offre gratuite, donc dès que vous avez 1 centime de coût, eh bien vous allez recevoir une alerte, un email vous disant que vous venez en fait d'entamer des coûts en fait avec votre machine virtuelle ou avec vos instances. Donc ici vous pouvez indiquer le nom que vous souhaitez donner donc à cette alerte. Et ensuite ici, donc vous indiquez votre email ou plusieurs emails et vous pouvez ensuite créer votre budget. Et ainsi, dès que vous allez dépasser votre offre, eh bien vous serez prévenu. Ça vous évitera ainsi d'avoir des coûts importants puisque ça peut monter assez vite si jamais on oublie et que nos machines virtuelles restent lancées. Voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo de présentation sur la création d'une machine virtuelle avec AWS vous sera utile.